même pas eu le temps de finir ma phrase tout à l'heure. Je vous disais donc la semaine prochaine, on se retrouvera à Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour cette émission présidentielle. Et après, ce sera dans le bocage autour du 23 mars. Voilà. En attendant, donc c'est la dernière ligne droite. Regardez, il est 8h30. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. 30 minutes pour faire un dernier point sur l'actu et les infos pratiques 100% Vendée. Dans le journal, on va notamment revenir tout à l'heure sur le démontage du château d'eau de Sainte-Foy. Vous verrez que ce n'est pas simplement une tour de béton qui a disparu du paysage, mais c'est véritablement quelque chose qui rythmait aussi le quotidien des habitants, des riverains qui ne sont pas mécontents de la disparition de ce château d'eau. Nous parlerons, vous pouvez retrouver également sur notre site internet l'entretien qu'on vient d'avoir avec notre invité du jour. Donc avec Séverine Biernassi, on a parlé à l'instant des rencontres de la e-mobilité. Donc cette grande vague de recrutement par Internet le 10 mars prochain. Vous allez pouvoir retrouver ça en replay sur tvvendée.fr, rubrique matinale. Et puis, on parle football, figurez-vous, dans la chronique assaut du jour, tout à l'heure, un petit peu avant 9h moins le quart. Le Mondial de Montaigu a besoin de bénévoles pour sa prochaine édition et pas seulement pour la buvette. On va regarder pour le programme la météo du jour. Regardez, la carte s'affiche. Alors, c'est le premier jour du printemps météorologique. Donc pour fêter ça, vous le voyez, on a rangé le soleil, on a sorti les nuages. C'est un temps couvert sur la majeure partie de la Vendée ce matin. 6 à 7 degrés au réveil. Cet après-midi, c'est le même programme. Des nuages partout, des crachins aussi qui sont possibles. Vive le printemps météorologique. Crachins possibles sur nos îles et un vent de sud-est qui va souffler à 20 km/h en pointe. Pour les marées, eh bien, nous sommes sur la fin de la mer qui est en train de baisser. Le point le plus bas, c'est dans un petit peu plus d'une heure. Enfin, je vous parlais des grandes marées hier, si vous étiez là, celle du mois de mars. Je vous confirme que les plus forts coefficients, vous le voyez, pour l'instant, on est à 82-88. Les plus forts coefficients, ce sera jeudi après-midi, vendredi matin, on sera à 103. Ce sera ensuite la même chose pour le lundi de Pâques et après, plus rien, messieurs, dames. Plus rien avant mi-août pour des coefficients au-dessus de 100. Les marchés, Chaland, Dompierre-sur-Yon, Saint-Hilaire-de-Loulay, ce sont quelques exemples de nos marchés du mardi matin organisés en Vendée. Un petit peu de patience pour les Lucs. Le rendez-vous, c'est mardi prochain pour la foire mensuelle. Et puis donc, un petit rappel, dans 2 jours, on se retrouve sur le marché de Saint-Michel-en-Lerme, cette fois-ci, pour notre première émission dédiée à la présidentielle en partenariat avec Ouest France. Il me reste à souhaiter une bonne fête aux Aubins, à vous préciser que nous gagnons encore 2 minutes de soleil au compteur aujourd'hui et à vous souhaiter un joyeux mardi gras aujourd'hui. Et oui, après ces ceintures, on fait attention. On passe au journal. Et donc dans ce journal, eh bien, c'est un repère pour certains, une verrue pour d'autres. Ce qui est sûr, c'est que les châteaux d'eau ne laissent en général aucun riverain indifférent. À Sainte-Foy, près des Sables-d'Olonne, celui du Chéniau est désormais de l'histoire ancienne. Après plus de 50 ans d'existence et une mise à la retraite en 2016, l'édifice vient d'être démoli. Un nouveau chapitre commence dans le hameau. Grégoire de Châtillon. Hors d'usage depuis 2016, le château d'eau est en train de disparaître du paysage. Il dominait la campagne autour de Sainte-Foy depuis 1967. Il avait plus ses caractéristiques d'origine, donc il permettait plus d'avoir une pression suffisante au robinet des abonnés. Et vu qu'on ne peut pas rehausser un château d'eau, on est obligé de le remplacer. Juste à côté, dans ce bâtiment, une station de pompage alimente alors depuis les abonnés du territoire. Le principe d'une station de pompage, c'est on va créer artificiellement de la pression sur le réseau. Et donc ce qu'on peut voir derrière, c'est les 2 groupes de surpression qui alimentent donc pour les 4 premiers Grosbreuil et pour les 5 suivants Sainte-Foy. Démoli avec une pelle grande hauteur, après un désamiantage de l'édifice qui aura duré 5 jours, le château d'eau d'une 40aine de mètres de haut était également à la fois un point de repère sur la route entre Grosbreuil et les Sables, mais aussi, pour certains riverains, une verrue. Visuellement, c'était pas très esthétique. Maintenant, on n'a plus de pollution visuelle. En hiver, on avait l'ombre du château d'eau qui passait sur la maison. Là, maintenant, on va être tranquille. C'est pour les gens qui vont venir nous voir, ils n'auront plus de référence, ils n'auront plus de château d'eau. Là aussi, comme vous le voyez sur ces photos, il était difficile d'ignorer le château d'eau. On sent qu'on ne va pas le regretter en tout cas, même si, voilà, c'est une page qui se tourne, mais pour nous, ça, voilà, on voit dans le paysage que c'est agréable de voir qu'il n'est plus là, au final.
Aujourd'hui, sur le territoire départemental, en plus de ces réservoirs, une bonne cinquantaine de châteaux d'eau continuent d'alimenter les Vendéens. En bref, à présent, le conseil départemental a ouvert hier soir sa session à Fontenay-le-Comte, un lieu qui n'a pas été choisi au hasard puisqu'il a été largement question de l'axe Fontenay-La Rochelle. La présidente de Charente-Maritime avait même fait le déplacement pour l'occasion. Ce qu'on peut en retenir, c'est que la page de l'A831 est définitivement tournée. Il n'y aura pas d'autoroute entre le Sud-Vendée et La Rochelle. En revanche, les deux départements travaille sur un projet de 3 voies pour accélérer tout de même la liaison entre les deux bassins de vie. On y reviendra en détail à 12h30. De la politique à présent avec les élections législatives qui se profilent. Je vous rappelle que nous renouvelons nos députés les 12 et 19 juin prochains. TV Vendée, Ouest France et RCF Vendée vous proposeront d'ailleurs à cette occasion conjointement 2 grandes soirées spéciales. D'ici là, les candidats sont en campagne et c'est le cas depuis octobre dernier sur la 3e circonscription. Pour Alain Blanchard, élu à la ville et à l'agglomération des Sables-d'Olonne, il se présente sous l'étiquette d'hiver droite. Moi, ce que je veux, c'est réinstaurer une proximité, un contact quotidien. Il ne suffit pas que de découvrir en fin de mandat comment et qui sont les gens qui sont sur la circonscription. Il s'agit de les connaître depuis le début, ce qui est mon cas, ce qui est celui de Denise Renaud. Nous, on connaît nos associations, nos chefs d'entreprise, nos agriculteurs, nos élus locaux, depuis que nous sommes élus, depuis plusieurs dizaines d'années, moi une dizaine d'années et elle plus, sur notre territoire. Et c'est ça, c'est recréer le fait de pouvoir être un véritable écho, un véritable porte-parole de ce que l'on connaît, de ce que l'on a nous chevillé au cœur, notre Vendée littorale, qu'on connaît très bien et dont on connaît les enjeux qu'on doit porter à Paris pour améliorer notre vie au quotidien. Le nouveau parti Vendécologie a tenu, lui, son premier meeting ce week-end. Rencontre avec une cinquantaine de personnes à 13 vents. Ninon Gréau, Benjamin André, Théodore Babary, tous âgés de 22 ans, sont respectivement candidats dans la 2e, 3e et 4e circonscription. Des candidats qui se définissent, je cite, comme moitié écolo, moitié vendéen. On représente aussi ceux pour qui les décisions d'aujourd'hui, les décisions surtout en rapport avec l'environnement, vont peser. Dans 50 ans, nous, on va vraiment subir les conséquences des inactions politiques d'aujourd'hui ou des actions néfastes aujourd'hui. C'est aussi parce que c'est vraiment dans notre philosophie de discuter avec tout le monde et de créer du lien intergénérationnel. Et on est très heureux que ce soir, il y ait vraiment de toutes les générations qui soient représentées et qu'on ne parle pas du tout qu'aux jeunes. Nous, c'est vraiment notre ambition depuis le départ. Et d'ailleurs, dans notre programme, une grande majorité des propositions ne s'adresse pas spécialement aux jeunes, elle s'adresse à toute la population, elle s'adresse à ceux qui pour nous sont relativement délaissés dans le champ législatif aujourd'hui. Parmi les thèmes de la campagne, le maintien et l'accessibilité des services publics ont en général bonne place et c'est justement ce que défend depuis plusieurs années l'association du Sud-Vendée ADSP, Association d'usagers pour la défense des services publics. Elle organisait ce week-end une nouvelle mobilisation plutôt symbolique en plein cœur de Luçon. Par moment, on fait des événements un petit peu exceptionnels, ce qui amène à la journée d'aujourd'hui avec le barbecue, qui en fait est lié à... On a lancé une carte de vœux à envoyer au président de la République pour lui demander qu'en 2022, il nous souhaite la santé, puisqu'il n'y a plus de médecins et que les services de l'hôpital sont menacés. Et donc aujourd'hui, on va faire le point de ce qu'on a récupéré comme carte pour préparer l'envoi. On va aussi joindre les pétitions qui ont été faites et on avait fait il y a quelques mois une initiative qui était un tribunal citoyen et c'est pareil, donc on va y joindre aussi le résultat de ce tribunal. À La Roche-sur-Yon, c'est au Zoudéry que 700 personnes se sont réunies samedi, traditionnelle assemblée générale annuelle de la branche vendéenne de l'association des anciens combattants. Des retrouvailles en quelque sorte, puisque les membres ne s'étaient pas revus depuis 2020. Hommage aux disparus, crise ukrainienne et témoignages ont ponctué la matinée. Il y a donc les anciens combattants d'Algérie, mais nous sommes de moins en moins nombreux. Il y a donc les soldats de France. Les soldats de France, ce sont des jeunes qui ont dans leur cœur les valeurs du civisme, du patriotisme, du respect des autres et qui s'engagent à nos côtés. Et puis il y a la 3e génération, c'est celle des jeunes des conseils municipaux d'enfants qui se réunissent et qui, au bout de 6 mois, 1 an, nous leur achetons un drapeau devoir de mémoire. Alors ces jeunes, c'est extraordinaire parce qu'un jour, ils assureront notre relève.
Et puisque nous évoquions à l'instant la crise ukrainienne, nous reviendrons justement dans le journal de mi-journée sur ce rassemblement hier soir à La Roche-sur-Yon. 500 personnes se sont retrouvées place Napoléon pour exprimer leur solidarité. Du sport à présent, la 20e édition du Raid Amazon arrive à grands pas. Ce sera mi-mars, un raid 100% féminin au Sri Lanka composé de 6 épreuves sportives. Parmi les candidates, Charlotte Bordelais et Éline Michneau. Le duo vendéen est en pleine préparation. Albin Mouton l'a retrouvé en entraînement au lac de la Bultière. La préparation physique bat son plein pour Charlotte Bordelais et Éline Michneau. Dans un mois, au Sri Lanka, elles participeront à 6 épreuves sportives. Du canoë, du bike and run, du trail classique et du tir à l'arc aussi. Et du VTT, pardon. On a élaboré un plan d'entraînement sur 12 semaines et donc on fait à peu près une sortie tous les 2 jours ou du renforcement musculaire. Donc voilà, on est accompagné par un autre coach avec qui on fait des sorties VTT, beaucoup de canoë aussi et puis de la course à pied. Des épreuves qui s'enchaîneront tous les jours avec au total près de 100 km à parcourir dans toutes ces disciplines. Et malgré les nombreux entraînements, il reste tout de même un peu d'appréhension. On appréhende un petit peu les conditions climatiques, notamment la chaleur, parce que du coup, comme là je disais, on ne s'entraîne pas du tout sous ces conditions-là. On a vraiment froid quand on s'entraîne. Et là, oui, 30 degrés, ça sera complètement différent. Donc c'est plus la chaleur qu'on appréhende et le fait de partir très tôt le matin. Apparemment, on part très tôt le matin et c'est ça qu'on appréhende un petit peu aussi. Un raid qui n'est pas simplement sportif, chaque équipage peut également soutenir une association de son choix. Charlotte et Éline ont choisi l'association Endo-France qui lutte contre l'endométriose, une maladie qui provoque des douleurs chroniques et invalidantes. Elle touche environ une personne menstruée sur 10. Le Raid Amazon est 100% féminin et du coup on voulait une cause féminine. C'est pour ça qu'on s'est tourné sur cette association-là et de plus la maladie de l'endométriose, en fait, c'est une maladie qui est pour l'instant peu connue, donc voilà, on voulait vraiment la mettre en avant. Là, on est sur la fin de nos sponsoring et on est plutôt contente. On va réussir à, on pense, reverser une belle somme à l'association Endo-France. A noter que du 7 au 13 mars, il s'agira de la 18e semaine européenne de prévention et d'information sur l'endométriose. Dans la région, une rencontre amicale est prévue à Cholet le 11 mars. Et donc au total, ce sont 11 Vendéennes réparties en 6 équipages qui vont prendre le départ de ce raid Amazon mi-mars. Avant de clore ce journal, on va se tourner maintenant vers les prévisions météo de ce mardi. C'est en compagnie de Fanny Poirier. Puis on se retrouve juste après pour la suite des chroniques. Bonjour à toutes et à tous. Après ce bel avant-goût de printemps, le temps redevient plus nuageux ce mardi, voire pluvieux pour le reste de la semaine. Pas d'inquiétude, notre week-end s'annonce à ce jour plus lumineux, mais également plus frais. En attendant, on s'intéresse à notre mardi 1er mars. Les nuages dominent largement en Vendée. Les températures sont douces. On compte 7 degrés sur l'extrême sud-est du département, 9 degrés à Montaigu, 10 de Noirmoutier jusqu'au Sable d'Olonne et 11 degrés sur l'Île-Dieu. Dans l'après-midi, pas de changement. Le ciel conserve son lot de nuages et nous ne sommes pas à l'abri qu'une ou 2 averses traversent le département. Le vent s'oriente sud-sud-est et souffle autour des 10 à 20 km/h seulement. Quant aux températures, on compte une moyenne de 10 à 11 degrés, 12 degrés pour la Tranche-sur-Mer ou encore la Châtaigneraie et 13 du côté de Fontenay-le-Comte. On jette un œil aux prévisions des 3 prochains jours. Mercredi, la journée s'annonce généralement pluvieuse, mais dans l'après-midi, le ciel se dégage, même si les averses résistent par moments. Le thermomètre affiche de 7 à 12 degrés de moyenne. Jeudi, le brouillard nous accueille au réveil. Il peut persister en matinée. S'ensuit un temps pluvieux pour la seconde partie de journée. Le mercure baisse. Il est compris entre 4 et 11 degrés. Et puis vendredi, le ciel s'améliore. En matinée, ce sera nuageux à variable sur la côte et les éclaircies dominent dans l'intérieur des terres. Le soleil revient l'après-midi sur l'ensemble du département. Côté mercure, il baisse encore. On compte seulement 3 degrés minimum le matin et 10 au plus chaud. Retour à ce premier jour du mois de mars, nous fêtons
les Hauts-Bains. Le soleil nous accompagne de 7h44 à 18h51. La mer s'annonce forte avec des coefficients de marée de 82 et 88. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une merveilleuse semaine sur TV Vendée. Rendez-vous très vite pour un nouveau bulletin météo. Merci Fanny, il est 9h moins le quart sur le plateau de la matinale. On va s'intéresser maintenant aux pompiers dans le plus de l'info. Vous étiez peut-être là il y a 15 jours, nous avions reçu le tout nouveau directeur du SDIS sur le plateau de la matinale. Et bien depuis, Mathieu Mérès a officiellement pris ses fonctions et c'est donc l'occasion de faire le point sur ce service qui compte 3000 Vendéens répartis dans 75 centres d'incendie et de secours. Regardez. J'ai d'abord été sapeur-pompier volontaire pendant 7 ans dans le département de la Manche et du Maine-et-Loire. Et je suis ensuite devenu officier de sapeur-pompier professionnel en commençant tout d'abord dans les Yvelines, où je suis resté pendant 7 ans. Et j'ai assuré tour à tour les fonctions de responsable des opérations, du chef du centre de secours principal de Saint-Germain-en-Laye, puis responsable de l'école départementale. J'ai rejoint ensuite le Calvados pour assurer les fonctions de chef de groupement territorial, qui a un rôle d'animation des centres d'incendie de secours. J'y suis resté 5 ans. Et c'est durant cette affectation que j'ai préparé mon concours de directeur départemental adjoint. J'ai ensuite rejoint le département de la Sarthe, où pendant 5 ans, j'ai assuré ses responsabilités de directeur adjoint pour ensuite devenir directeur départemental au SDIS de la Vienne, et ce pendant 7 ans, avant de rejoindre la Vendée. Ma fonction, elle est d'abord administrative, c'est directeur de l'établissement, donc c'est diriger un établissement public fort de plusieurs centaines de personnels administratifs et techniques qui doit, pour fonctionner, recouvrir et rassembler toutes les typologies d'un grand établissement public. Mais ma fonction, elle est aussi forcément en tant que sapeur-pompier professionnel d'être chef de corps et d'assurer la distribution des secours, à participer moi-même à l'activité opérationnelle, c'est-à-dire être prêt à intervenir pour les interventions marquantes et garantir le fait que les sapeurs-pompiers disposent des différents moyens qui sont nécessaires pour qu'ils puissent intervenir en sécurité, en toute efficacité. Contrôleur général, c'est un grade. La fonction de directeur, elle associe également la fonction de chef de corps départemental des sapeurs-pompiers. Donc c'est un plaisir d'assurer de nouveau ces responsabilités dans un département que je connais par un peu et qui est reconnu pour ses valeurs et pour lesquelles les caractéristiques me parlent, puisque je retrouve un certain nombre d'attraits qui me touchent particulièrement et une activité opérationnelle spécifique aussi qui présente en tant que professionnel un vrai intérêt. La façade littorale présente forcément une particularité parce que largement exposée à la saisonnalité. D'ailleurs, il faut garantir une distribution des secours qui soit efficace, et ce, quels que soient les moyens, la période de l'année. Et puis forcément, des typologies d'intervention particulières auxquelles il faut se préparer. Mais d'après mes premières semaines et mes premières constatations, les sapeurs-pompiers de la Vendée, ils sont parfaitement préparés. Le SDIS que je dirige aujourd'hui, il présente une vraie modernité, une vraie agilité dans sa constitution. Donc j'aurai à cœur de poursuivre cet effort tout en accompagnant le service face aux nouveaux enjeux et projets qui s'offriront à lui. Mathieu Mérès sur le plateau de la matinale dont je parlais il y a quelques instants, et bien direction la chaîne YouTube Actu par exemple de TV Vendée. On passe au coup de pouce aux assos. Avec du sport aujourd'hui dans notre coup de pouce, c'est le Mondial Football de Montaigu qui a besoin de vous. L'événement approche à grands pas, il est organisé mi-avril pour mémoire à Montaigu-Vendée et d'ici là, l'équipe a donc plus que jamais besoin de bras pour le bon déroulement de l'événement et pas simplement pour la buvette, vous allez entendre ça. On retrouve sur place Alexandre Debray. Bienvenue à Montaigu, au siège social de l'association mondiale football Montaigu. Merci de nous accueillir. Michel, on peut rentrer pour voir un petit peu. Ça fait 49 ans que le tournoi existe, enfin du moins c'est 50 ans, mais c'est la 49e édition. Quel souvenir vous gardez de toutes ces éditions de tournois ?
Alors l'histoire rapidement, parce qu'autrement on va y passer une journée. En fin de compte, l'aventure elle a commencé une année avant 73, c'est-à-dire en 72. Le monsieur qui est là, c'est-à-dire André Van den Brink, le fondateur du tournoi, qui malheureusement est décédé en décembre 2017, nous a proposé en 1972 d'aller faire un tournoi en Hollande avec l'équipe minime de Montaigu. Et au retour de ce tournoi, il ne faisait pas partie du club, au retour de ce tournoi de Hollande, il nous a proposé de faire un tournoi international à Montaigu, quoi. Donc à l'époque, on appelait ça les minimes, c'était 13-14 ans. Et puis, comme il travaillait à l'export dans la chaussure, il avait beaucoup de contacts avec les Hollandais, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse et tout ça. Donc il a fait venir les grandes équipes de l'époque, le Bayern, Anderlecht et compagnie. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Chaque année, vous recevez, sauf exception, 8 nations et 8 clubs. Mais pour cela, ça demande beaucoup d'organisation. Et c'est aussi pour ça qu'on est venu. C'est parce que vous allez commencer à chercher de nouvelles personnes. Qu'est-ce que vous cherchez précisément ? Oui, bien sûr, puisque la base du tournoi, c'est le bénévolat. Là, aujourd'hui, on a 99,5 de bénévolat, puisqu'on a une personne qui travaille quelques jours pour nous, pour le secrétariat. Donc, dans une manifestation comme la nôtre, on a des postes, je dirais, qui sont relativement faciles pour accompagner les équipes, pour servir dans les bars, ça va à peu près. Par contre, comme dans toute manifestation, pour accueillir les gens au parking, pour faire le service d'ordre, pour vendre des frites, c'est un petit peu compliqué. Et puis, il faut dire la vérité, qu'il nous faut aussi un certain renouvellement, parce qu'on a quelques jeunes qui viennent, une tranche d'âge, je dirais, entre 50 et 60, mais aussi on a encore des gens qui sont un peu plus âgés et il faut penser à l'avenir. Pensez à l'avenir donc, et qu'est-ce qu'on peut souhaiter donc pour le mondial de cette année ? De pouvoir le faire dans des conditions correctes, et j'espère que ça se passera le mieux possible, puis qu'au fil des jours ou des semaines, les conditions sanitaires vont être un petit peu rabaissées. Et le mondial va donc se tenir cette année entre le 12 et le 18 avril sur le territoire de Montaigu-Vendée. On va ouvrir le programme télé maintenant. On ouvre le programme et on parle de backstage aujourd'hui puisqu'on est mardi. David Ovinet reçoit RLM Show. C'est une troupe d'artistes originaires de Saint-Sulpice-des-Landes dans le 44 entre Nantes et Châteaubriand. Alors RLM Show, ça représente en fait les initiales de nos 3 prénoms, donc Richard, Loïc et Marie, et Show bien évidemment pour spectacle. Donc on est 3 artistes complètement différents. Richard est issu vraiment d'une famille de circassiens, c'est un enfant de la balle. Marie, elle, est passée tout d'abord par la gym, par des écoles de cirque, et pour ma part, je suis complètement autodidacte, donc j'étais pas forcément prédestiné à ce métier. Donc on s'est rencontrés tout d'abord Richard et moi sur une prestation un jour en gala. Et en fait, en discutant l'un avec l'autre, on s'est rendu compte qu'on habitait vraiment à 2 km l'un de l'autre. Impressionnant. Exactement, ça fait des années qu'on tournait chacun de notre côté et en fait, on habitait vraiment juste l'un à côté de l'autre. Avec Marie, c'est différent, on s'est retrouvés tous les deux sur un casting d'un cabaret en Normandie, donc en 2015. Et voilà, donc on a fait 1 an et demi de tournée avec ce cabaret. Et à l'issue de cette tournée, on est reparti ensemble sur des projets communs également. Et ensuite, voilà, on a fonctionné à 3 avec Richard et Marie. 2017, l'année de création de cette troupe RLM Show, avec dès le début de nombreux spectacles dans de grands festivals. J'ai noté le Festival international du cirque de Massy, le Festival international du cirque de Bretagne en 2020, et puis le trophée d'or du Festival international du cirque de l'Orne. Ça prend tout de suite, ça marche, le public est au rendez-vous, vous êtes programmé. Comment t'expliques le succès et notamment ces trophées ? Alors il y a du succès de par la diversité de nos prestations, c'est-à-dire qu'on peut proposer du spectacle complet jusqu'à 1h30, mais on peut proposer également des numéros de performance quasi uniques en France et en Europe, tout comme le duo Symbiose qu'on a avec Marie et moi, qui sont vraiment la performance, le fer de lance de la compagnie sur lequel on se présente effectivement sur les festivals, sur les compétitions internationales. Et l'émission est à retrouver en intégralité, comme d'habitude, à plusieurs reprises sur l'antenne aujourd'hui. Exemple ce soir à 19h50. On va lancer maintenant le jingle du jeu de la matinale.
Avec cette semaine, donc, une virée dans les allées du Salon de l'Agriculture pour essayer de décrocher notre cadeau de la semaine. Notre partenaire, c'est le label Comédie Production pour aller voir Laurie Perret en spectacle mi-mars à Mouilleron-le-Captif à la Longère de Beaupuy. Mais avant cela, il faut avoir la bonne réponse à la question suivante. Il n'y a pas que des bovins au Salon de l'Agriculture, c'est aussi l'occasion pour une autre espèce très représentative de la Vendée de se faire connaître. Mais laquelle ? Indice du jour, toison blanche et peau grise. Et donc la belle Comédie Production qui vous propose d'aller découvrir 2 d'entre vous avec un accompagnateur, le spectacle de Laurie Perret qui est prévu le 11 mars à la Longère de Beaupuy. Il est maintenant 8h55 sur le plateau de la matinale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est la fin. On va se retrouver maintenant demain matin dès 7h en direct pour un nouveau début de journée ensemble. D'ici là, je vous souhaite à tous un très bon mardi et à demain matin.